2-0. Tout d'abord, ce but d'Ibrahima Idrissa Silla Wadol en première période, et puis le but de Naby Keita Deko, c'est dans un instant. Actu oblige donc pour parler de cette victoire du Sili National. Je reçois sur ce plateau le doyen Oumar Diang. Bonsoir doyen, bienvenue, le chef du service sport à la RTG Coloma. Doyen, bonsoir, que ça a été difficile, mais le Sili passe quand même. Oui, difficile, mais le Sili passe quand même, vous savez. Il n'y a plus de petits pays en football. Nous avons d'abord battu cette équipe des Warriors de la Namibie en Namibie. Ensuite, comme si on jouait chez nous, au stade Mohamed V de Casablanca, 2-0. Voilà une double victoire qui nous ouvre largement les portes des éliminatoires maintenant de cette Coupe du Monde de 2018. Je précise, nous sommes encore au préliminaire et c'est après cette qualification qu'il va y avoir un tirage au sort. 20 équipes vont se qualifier ou se sont qualifiées maintenant sur le continent et vont être réparties dans 5 poules de 4 et c'est le premier de chaque poule qui va se qualifier. Et nous allons regarder le second but guinéen, nous n'avons vu que le premier. Oui. Avec vous, nous allons regarder donc le second but guinéen inscrit en seconde période. J'indique que en seconde période, les Guinéens ont été beaucoup plus présents. En première période, les Namibiens nous ont attaqués. Et regardons, voilà, c'est Naby Keita qui est parti, geste personnel. Qui passe en revue toute la défense. Comme voilà, une maille de dribble. Et il inscrit donc le second but guinéen. J'étais en train de dire qu'en seconde période, les Guinéens ont été beaucoup plus présents. On sent, il faut le dire, que l'entraîneur Luis Fernandez commence à connaître l'équipe. Vous savez, il y a eu les éliminatoires de la CAN et beaucoup de ratés. Finalement, dans ces éliminatoires, nous sommes bons derniers de notre groupe. Pour le moment, nous sommes bons derniers. Voilà. Et maintenant, l'entraîneur commence à connaître l'équipe. Il y a moins d'erreurs de classement et, ma foi, beaucoup d'automatisme. En tout cas, malgré les absences comme celle d'Ibrahima Traoré, Florentin Pogba, l'équipe guinéenne a transcendé, Kevin Constant aussi. Cette équipe. Justement, nous allons revenir sur les éliminatoires, les prochaines, ce sera les matchs de poule. La Guinée a gagné, mais la Namibie, comme on le dit, c'est pas... oui, la Namibie, c'est une équipe qui vient souvent. Une faute de guerre, comme on le dit souvent, mais, voilà. mais qu'est-ce qu'il faut pour que le Sili national arrive à jouer mieux et puis à se qualifier peut-être pour sa première fois pour une Coupe du Monde? Bon, il faut faire revenir tout le potentiel. Vous savez, il y a beaucoup de petits problèmes au sein de cette équipe. Ibrahima Traoré ne vient pas, Florentin Pogba, Constant Kevin. Je crois qu'il faudrait que la fédération, l'encadrement joue cette diplomatie, ou en tout cas ait beaucoup plus d'assises sur l'équipe pour pouvoir réunir tout le monde. Quand il y a des petits problèmes au sein d'une famille, c'est le chef de famille qui réunit, qui dit à ses enfants la vérité pour que tout le monde soit sur le même orbite. C'est ce qu'il faut, donc ramener tout le monde, instaurer de la discipline et que le coach aussi connaisse mieux l'équipe, qu'il soit beaucoup plus présent en Guinée. Vous savez, bon, il est animateur d'émissions de radio et de télévision, il n'est pas très présent en Guinée, il faut qu'il soit présent en Guinée, il faut ramener tout le monde, il faut encourager, il faut instaurer beaucoup plus de discipline. Je pense qu'avec ça, l'équipe peut faire un bon résultat. À partir de maintenant, ça va être beaucoup plus sérieux. Parce qu'on va rentrer dans les phases de poule. Vous savez, quand il y a avec des grands pays comme la Côte d'Ivoire, il y a d'abord les têtes de poule, le Nigeria, le Cameroun, les habitués de la compétition, etc., etc. Nous allons avoir affaire à l'un des grands, parce que dans toutes les poules, il y aura un grand, peut-être le Ghana, peut-être la Côte d'Ivoire, peut-être le Nigeria. Et c'est à partir de l'instant que nous allons pouvoir bien jouer. Je pense que là, il n'y aura pas un groupe facile, comme on le dit plus. Il n'y a plus de groupe facile en football parce qu'il n'y a plus de petits pays en football. Il y aura des poules extrêmement difficiles et jouées sans calcul, avec détermination, avec patriotisme, avec discipline surtout. Surtout, hein, voilà. Surtout. Merci doyen d'être venu sur ce plateau pour commencer cette victoire. Et j'allais enchaîner avec le tirage relevé
réservé plutôt aux équipes locales. Le tirage au sort a eu lieu cet après-midi, c'est la nouvelle aussi. La Guinée, là, est dans une poule sérieuse, puisqu'il y a le Nigeria, il y a la Tunisie, il y a la Guinée et le Niger. Ce sont des équipes qui ne sont pas très faciles à jouer, très difficiles à jouer. Le Nigeria, la Tunisie, le Niger que l'on connaît bien, qui est un challenger à la Guinée. Donc le tirage au sort a eu lieu cet après-midi. Nous allons être dans la poule du Nigeria, on ne sait pas dans quelle ville du Rwanda la Guinée va se retrouver, ce qui est certain. Les dates sont déjà connues, c'est du 16 janvier au 7 février. Merci d'être venu sur ce plateau pour toutes ces informations sportives. L'actualité, c'est aussi ces attentats perpétrés ce vendredi à Paris contre les installations publiques et privées, faisant plusieurs morts et blessés. La Guinée, toujours solidaire de la France dans les moments difficiles, ils sont nombreux à condamner ces actes et surtout à appeler les autres nations à faire front commun contre les terroristes. On fait le point avec Abdul Karim Kamara. Des scènes d'horreur. Nombreux sont les Guinéens qui ont appris avec un cœur gros d'émotion les attaques terroristes perpétrées vendredi dernier dans la capitale française, Paris. Attentats causant la mort d'une centaine de personnes et des blessés graves. Ces Guinéens n'en reviennent pas. Je rends hommage à la France et à toutes les victimes de ces attentats terroristes dans le monde. Ce qui s'est passé en France, c'est vraiment triste, c'est dommage. Je me demande, ils font ça pourquoi? L'islam n'a jamais dit ça, de tuer ton prochain. Ce genre de barbarie, c'est vraiment condamnable. Français et Guinéens sont toujours restés solidaires les uns des autres dans les moments difficiles. En pleine crise d'Ebola, la France a pleinement soutenu la Guinée. Les Guinéens pensent qu'il faut partager ces instants de douleur avec les Français. Je profite de cette occasion pour adresser mes condoléances les plus sincères au peuple français. Et c'est pourquoi d'ailleurs j'adhère à l'initiative de la Fédération guinéenne de football qui a proposé à la FIFA à ce qu'une minute de silence soit accordée à la mémoire des victimes de cette barbarie humaine. Et à l'instar des autres peuples, la Guinée doit forcément compatir à la douleur du peuple français. Le chef de l'État a donné le ton à travers ce message de condoléances adressé au président François Hollande. Le peuple guinéen doit en faire autant. Ça ne sert à rien de se dissocier de cette compassion que tout le monde entier observe à l'égard de la France. C'est une situation qu'on ne souhaite à aucun État à travers le monde. Plus d'un Guinéen estime par ailleurs que le combat contre le terrorisme est plus que jamais l'affaire de toutes les nations. Une seule recommandation, se lever comme un seul homme pour en finir avec ces hommes qui se livrent à des actes barbares et ignobles. Pour être plus complet, le livre de condoléances sera ouvert ce lundi à l'ambassade de France en Guinée. Dans le reste de l'actualité, page santé avec la fin du micro-cerclage à Tana, sous-préfecture de Kalia, préfecture de Forêt-Kalia. L'événement a fait l'objet d'une forte mobilisation de la communauté sur le chef de gouvernement qui a présidé la cérémonie. Cheikh Sanoussi Sankon, du retour de Forêt-Kalia. Le décompte final pour 42 jours sans Ebola commence pour la Guinée à partir de la fin de ce micro-cerclage que la population de Tana et tous les partenaires techniques et financiers célèbrent ce samedi. Situé à 17 km de Forêt-Kalia, le district de Tana dans la sous-préfecture de Kalia, qui était jusque-là le dernier bastion de l'épidémie, ne notifie plus aucun cas depuis 21 jours. Mais attention, cela ne signifie pas de baisser les bras, même si la coordination et les partenaires permettent de maintenir le cap. Cette journée, c'est une journée de reconnaissance de tous les efforts qui ont été menés et par le gouvernement et par les partenaires techniques et financiers, mais surtout par la population qui a connu les effets et l'impact de ce cerclage. Nous comptons sur la communauté pour que nous n'ayons pas de malades cachés. Sans la participation de la communauté, nous ne pouvons pas mettre fin à cette maladie. Ce cerclage n'allait pas pouvoir se faire sans l'engagement de la communauté. C'est pour cela que nous avons l'obligation de venir les remercier à la fin de ce cerclage. En présidant la dite cérémonie, le Premier ministre a remercié tous ceux qui ont contribué à gagner ce pari.
À toutes les équipes, je tiens à vous témoigner la gratitude du chef de l'État pour tous les sacrifices que vous avez consentis à cette lutte. Et aujourd'hui, nous fêtons une joie. Mais je crois qu'il faut être modeste. Le moment viendra où les Guinéens vont danser comme l'ont déjà fait les Sierra-Léonais et les Libériens. Pour avoir observé correctement toutes les mesures mises en place durant les 21 jours de cerclage, la coordination nationale a offert aux populations des cartons de poissons, des sacs de riz et une enveloppe financière de 2 millions de francs guinéens. Toutes joyeuses, les populations de Tana ont exprimé aux autorités toute leur reconnaissance à travers des chants et danses suivis d'un match de football dont le coup d'envoi a été donné par l'épouse du Premier ministre. Des fournitures scolaires pour les enfants victimes d'Ebola des communes de Matam, Kaloum et Koya. C'est un geste de la fondation Groupe Activa qui vient ainsi accompagner ses enfants pendant cette rentrée des classes. Mohamed Yampissouma, Mohamed Yura. L'engagement du gouvernement guinéen dans la lutte contre la maladie à virus Ebola et son éradication totale suscite un grand intérêt chez nos partenaires. En exemple, la fondation Groupe Activa qui vole au secours des enfants orphelins victimes d'Ebola en situation de classe. Les bénéficiaires de cette action magnanime et salutaire sont les enfants orphelins de Kaloum, Matam et Koya qui ont chacun reçu des fournitures scolaires. Nous avons apporté cette assistance pour donner l'occasion à d'autres personnes, éventuellement à d'autres structures, d'abattre le pas afin que ces enfants aient l'espoir de vivre et l'espoir de continuer leurs études comme si les parents étaient vivants. Je remercie le gouvernement de leur travail. Je remercie beaucoup Activa. Sensible à cette action humanitaire du groupe Activa, les autorités apprécient. Aider le système éducatif, c'est contribuer au développement d'un pays. Vous venez de dire que c'est une société d'assurance. Oui. Et si cette société d'assurance vraiment vient en aide au système éducatif, surtout aux enfants orphelins d'Ebola, je ne peux être que satisfaite, heureuse, joyeuse et franchement je les remercie du fond du cœur. Toute la problématique que nous avons peut trouver sa solution dans l'éducation. Si nous avons une éducation équitable, qualifiée et performante, tous les maux dont souffre une nation peut être résolus. La caravane donne des kits scolaires aux orphelins victimes d'Ebola initiée par la fondation Groupe Activa compte élargir son centre dans d'autres endroits sinistrés. Dans le pays profond, l'ONG Child Fund multiplie les initiatives dans la protection de la petite enfance en Guinée. Elle vient ainsi de lancer un projet de prise en charge des maladies néonatales 3 ans et couvre 7 préfectures en Guinée. Les images de Saraf Diallo sont commentées par Sédou Bagné. Prise en charge intégrée des maladies néonatales et l'enfant, c'est le nouveau projet de l'ONG Child Fund en Guinée. Pour le matin, s'est tenu dans la région de Mamou. Elle a regroupé membres de l'ONG et ses partenaires de terrain venus des préfectures de Kindia, Télémélé, Dalaba, Pita, Daboula, Mamou et Farana. Nous sommes en train de lancer donc, avec les communautés dans cette préfecture de la Guinée donc, pour améliorer la santé des enfants. L'objectif c'est de réduire la morbidité et la mortalité liée aux maladies telles que le paludisme, les infections respiratoires, les maladies hydriques et puis la malnutrition au niveau communautaire. Pour mieux sceller le partenariat, une et les responsables des structures sanitaires des zones d'intervention du projet. Un projet qui va durer 3 ans et que pour nous, depuis qu'on a commencé le partenariat avec le téléphone, aujourd'hui, vous allez vous renseigner à travers le pays, appliquer des ONG phares dans la région de Farala. C'est grâce à la visibilité de Typhoon. C'est Typhoon qui a renforcé des capacités aujourd'hui d'intégration, a initié un programme qui pourra vraiment renforcer tout ce qu'on est en train d'offrir comme service au niveau de ces familles, au niveau de ces enfants. Pour mieux réussir ces interventions, dans les différentes localités, des kits sanitaires ont été remis aux agents de santé. Des kits dont la valeur est estimée à $150 000 américains. Un peu plus au sud du pays, à Kissidougou et Guéguédou, des programmes, des groupements de femmes balayeuses reçoivent un appui du programme alimentaire mondial. L'institution onusienne vient de distribuer des motos tricycles à ces femmes engagées à assainir leur cité. L'opération est pilotée par l'Association pour la promotion de la santé. Souleymane Kamara, Mohamed Lamine Solano.
des motos tricycles aux femmes balayeuses de Kissidougou et Kékédou. Pendant que ces villes tentent de se refaire une beauté, le programme alimentaire mondial vient en appui aux bénévoles qui se mobilisent contre l'insalubrité urbaine. Le PAM a acheté 14 mototricycles qui sont repartis au 7 groupements de femmes balayeuses. Ce matériel ici présent doit être utilisé exclusivement dans les activités de collecte d'ordures pour le maintien de la salubrité permanente de la commune de Kissidougou. Sur le terrain, ce projet du PAM est exécuté par l'Association pour la promotion de la santé à POSA, une ONG locale chargée d'identifier de nouvelles mesures de lutte contre l'insalubrité dans les villes en région forestière. C'est un projet de exécute à travers les activités d'assainissement des femmes. Le fait de les mettre ensemble, de travailler tous les jours ensemble, de sortir au même moment, de rentrer au même moment, peut dissuader les querelles ethniques qui existent entre elles. En Guinée, la plupart des politiques nationales de lutte contre l'insalubrité ont échoué, faute de suivi des projets. L'occasion pour les autorités publiques d'insister sur les enjeux liés à la protection de l'environnement. Le problème de salubrité est un problème de santé publique. Nous avons un dépotoir à 5 km de décharge finale. Ça nous permettra d'envoyer les ordures à ce lieu. Les municipalités de Kissidougou et Kékédou sont les premières concernées par ce projet. Il va toucher prochainement plusieurs autres localités de la région forestière, l'objectif étant de mobiliser les femmes contre l'insalubrité urbaine. La Guinée au rendez-vous de la 3e édition de l'entrepreneuriat innovant nord-sud de Paris à travers les pompes FAPEL. Cette rencontre a été une occasion pour notre compatriote Agibou Bari de présenter son projet de création d'une unité industrielle de fabrication de pompes en Guinée. Bari FAPEL est au micro de notre reporter Ibrahim Akita. La rencontre était cette année basée sur le COP 21, le climat et l'environnement. Donc FAPEL a participé pour la présentation non seulement de la pompe à usage domestique et d'irrigation, appelée la pompe à piston alternatif. Là, c'était basé surtout sur ici les projets que FAPEL envisage aussi pour surtout chercher des partenaires techniques financiers. Déjà, il y a eu une convention signée entre FAPEL et la société et nous allons envoyer le corps de la pompe à France à travers cette société, travailler la pompe, l'industrialiser et voir toutes les technologies qu'il faut pour adapter. Parce que l'objectif ici, c'est l'installation d'une unité industrielle de ces pompes. J'ai eu la chance de rencontrer le chef de l'État. Il veut surtout nous accompagner et a demandé vraiment à m'accompagner et voir avec le SINAP pour pouvoir vraiment travailler sur cette pompe. Et tout est parti de là. Et vous savez, la volonté du chef de l'État aujourd'hui, c'est d'avoir des unités industrielles partout en Guinée. Et la chance qu'on a, nous avons cette pompe, une pompe guinéenne. C'est une pompe adaptée vraiment à la technologie locale. Page noire, l'église de Guinée rend un dernier hommage au révérend pasteur Eli Fendouno, décédé le 7 novembre dernier. Le révérend Eli fut l'un des célèbres pasteurs de l'église protestante de Guinée. Le film de la cérémonie, c'est avec Sam Maratono. L'Alliance des Églises et Missions évangéliques de Guinée, AEMEG, rend son dernier hommage à l'un de ses fidèles serviteurs, le révérend pasteur Eli Fendouno. Il fut président de l'AEMEG et président de l'Église protestante évangélique de Guinée. Pour marquer l'implication de l'Église protestante dans la promotion humaine, le défunt avait fondé les écoles Emmaüs de Petit Simbaya et de la cimenterie. Il a tiré sa révérence le samedi 7 novembre 2015 des suites de maladie. C'est un pasteur, et un pasteur à caractère social, humanitaire, c'est un pasteur. C'est un pasteur qui aimait sans réserve. Quand il dit il aime, il a aimé. C'est un pasteur qui a donné tout son cœur et toute son énergie au service de Dieu. Il est un grand frère à moi.
Il m'a guidé dans beaucoup de choses, même dans le ministère pastoral. À chaque fois qu'il intervenait, je voyais qu'il avait le cœur pour l'Église. Aujourd'hui, c'est un conseiller pour moi qui est parti. Parents, amis et collaborateurs se sont fortement mobilisés ici au Palais du Peuple. Chacun garde de bons souvenirs de l'homme qui a su cultiver le pardon, l'amour du prochain et promouvoir l'évangélisation des peuples. Tout est réconfort pour la famille éplorée. C'est une période si douloureuse pour moi en tant que fils, mais aujourd'hui aussi je suis heureux de voir un si grand monde tous réunis pour la première fois pour célébrer la vie de mon père, sa contribution à son église et sa contribution aux œuvres sociales de ce pays qu'il a tant aimé. Je reconnais en Élie que c'est quelqu'un qui a quand même sémé la semence que le Seigneur lui a mise à terre. Je reconnais en Élie que c'est quelqu'un qui était très très attaché à ma personne en qualité de frère et grand frère. Le révérend pasteur Élie Fendouno quitte ainsi l'église qu'il a tant aimée et servi avec beaucoup d'ambition, parmi lesquelles l'assistance des couches de mine. Il laisse derrière lui une veuve et un enfant. Cet homme de Dieu a été inhumé à son domicile, situé au quartier Cimenterie. C'est tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Très belle soirée à toutes et à tous. À bientôt.